Merci Martine Martinel. Je vais évidemment me retourner vers nos trois rapporteurs et donner la parole à Jacques Restin, s'il est prêt. Beaucoup de Oui, questions, comme toujours, sur l'audiovisuel public. oui, donc je vais essayer de répondre sans oublier. D'abord peut-être à Patrick Hetzel, je sais qu'il est parti, ou il est par là. Je connais son attachement pour France 3 Alsace, et je lui aurais dit mon attachement pour France 3 Pays Catalan. Et donc je suis aussi très vigilant à cet égard. Simplement, pas plus d'informations, mais c'est vrai que dans le rapport au Parlement sur les orientations de France Télévisions, il était indiqué qu'effectivement la réforme de l'organisation territoriale de la République allait amener à faire évoluer France 3 afin de mieux prendre en compte les nouvelles régions, mais que cette adaptation sera avant tout éditoriale et s'appuiera à titre essentiel sur les rendez-vous d'information. Voilà, mais peut-être demain, nous aurons l'occasion de questionner. Sur mon collègue Pouzol sur la télé de rattrapage, évidemment, c'est un outil fondamental aujourd'hui pour France Télévisions que de faire de la télévision de rattrapage, parce que ça peut être un relais d'audience, on l'a bien vu, et ça peut structurer aussi l'organisation de France Télévisions. Sur la stratégie d'Arte, ça a été relevé aussi par Martine Martinel. Effectivement, il y a eu véritablement une véritable stratégie de développement numérique sur diverses plateformes d'Arte qui est un succès au niveau d'Arte. On est bien d'accord. Alors je me pose la question, mais c'est pas forcément une réponse. J'ai aussi l'impression que lorsqu'on est plus petit, avec moins de moyens, ben on développe parfois peut-être plus d'innovation et plus de créativité. Je pense que c'est un peu lié. Sur le journal d'info en continu, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de journal d'info en continu public. Et déjà, sur le principe démocratique, je pense que l'apport d'un journal en continu d'une chaîne publique contribue à mieux équilibrer le fonctionnement démocratique de notre République. Parce que, mais demain vous l'interrogerez, l'objectif c'est pas tant de faire du copie des journaux de diffusion en continu privé, qui fonctionnent souvent sous l'émotion. L'objectif c'est de faire une chaîne d'infos publique en continu, mais qui permet à chacun des acteurs de l'audiovisuel public de, de renseigner, de travailler, je dirais, sur l'intelligence et pas forcément sur l'émotion. Sur les moyens, bien, il y a eu un amendement qui a été adopté en première partie à l'initiative du président Patrick Bloch et de notre collègue Jean-Marc Beffara. Augmentation des moyens de l'audiovisuel, donc 29 millions d'euros. France TV prévoit un déficit de 50 millions d'euros en 2016. Il faudra effectivement trouver de nouvelles ressources, peut-être des réformes de structure, je ne sais pas. Hein. Euh, mais sur la chaîne d'info publique, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une dilution des... Chacun travaille dans son coin pour développer du numérique. Hein, et on a vu l'INA qui a lancé son service de vidéo à la demande au mois de septembre. Et je crois que c'est le moyen à la fois de développer une offre numérique du service public. Je réponds aussi à, je ne sais plus si c'est Martine Martinel, France Télévisions, ça doit être le bloc, Marc, qui, à mon sens, qui doit promouvoir tout ce que font l'ensemble des entités du service public de l'audiovisuel. Donc c'est au travers de France Télévisions qu'on doit développer cela. C'est l'occasion, donc, ce journal, de travailler sur les synergies. C'est évident d'éviter que chacun ait des recherches et développement dans son coin. Et en même temps, ça permet d'avoir une offre qui soit cohérente en permettant à chacun de garder leur individualité et leur propre sensibilité. Mais sur les métiers, alors je crois qu'il faut aller vite, effectivement, mais avec une difficulté, c'est celle des entreprises. Elles ont toute une culture
qui leur est propre, que ce soit France 2, France 3, l'INA, etc. Et donc, travailler avec beaucoup plus de transversalité, ça doit permettre de rapprocher toutes ces équipes, hein, qui sont des équipes du service public et qui travaillent dans le service public, de les rapprocher, faire qu'elles puissent mieux se connaître, parce que parfois elles ne se connaissent pas et parfois elles se méfient les unes des autres, hein. J'ai auditionné toutes les parties. Je crois que ça peut faire progresser effectivement cette offre qui va être proposée. Je crois que ce qui est directement urgent, c'est mettre plus de polyvalence au niveau des salariés de l'ensemble de ces chaînes pour qu'ils puissent travailler à la fois sur du linéaire et à la fois sur du numérique. Je ne sais pas, j'ai oublié sur la publicité, je n'ai pas oublié, à titre personnel, j'aurais vraisemblablement voté cet amendement. Mais là, en tant que rapporteur, sur ces chaînes, il n'y a que Ludo où il y a de la publicité. Ensuite, sur les autres chaînes, il peut y avoir de la publicité, surtout sur les sites net, mais c'est une publicité qui est réservée allez, on va dire, à des jouets où on n'est pas sur de la consommation alimentaire ou autre, sur laquelle je suis aussi très très vigilant. Ensuite, il y a effectivement, pour ces chaînes qui se développent, et en particulier les chaînes pour la jeunesse, il y a à la fois la recherche effectivement de recettes financières pour pouvoir les développer, et aussi les obligations du service public qui ne doit pas s'y souscrire, quoi. Je ne sais pas si j'ai oublié ou si j'étais complet. Pas de souci majeur. Et si jamais vous aviez un regret, vous avez toujours une possibilité. Voilà, exactement. On mange ensemble. C'est un très une très bonne conclusion. Merci. C'est-à-dire, on mange avec celui ou celle à qui je n'ai pas répondu. C'est ça. Voilà. En plus, si c'est dans votre département, je pense qu'il y aura du volontariat, hein. Je donne maintenant la parole à Virginie Dumy-Muller pour répondre donc aux interpellations dont elle a fait l'objet comme rapporteur. Bien. Merci Monsieur le Président. Donc, je vous remercie pour vos questions. Chacun en tout cas a pu constater la vivacité du cinéma français, et je rappelle d'ailleurs que la part des films français en part de marché représente plus de 40%, ce qui est une part importante, et que effectivement vous avez tous rappelé votre attachement à préserver ce vecteur de diffusion culturelle qui est le plus important dans notre pays. Alors, pour répondre donc aux questions plus dans le détail, d'abord par rapport à celle d'Annie Genevard, pour trouver effectivement des innovations en matière d'aide. Donc déjà, il y a un certain nombre d'annonces par rapport à la question des transmissions, parce qu'on sait qu'effectivement, les exploitants, on a constaté un vieillissement des exploitants, donc il fallait prévoir des mesures sur la question de la transmission des salles. On a un certain nombre d'annonces qui ont été faites récemment lors du congrès de la Fédération des cinémas à Deauville pour accompagner les nouveaux entrants, et qui seront lancées dès le mois de décembre, avec donc la création d'une filière au niveau de la FEMIS et un module de formation, et surtout un fonds d'avance remboursable qui aura un côté sécurisant pour les futurs investisseurs, lorsqu'on sait à quel point c'est effectivement un investissement lourd de reprendre une salle. Sur la question des bibliothèques et du fait que les crédits seront liés aux plages d'ouverture, avec une volonté d'expérimenter effectivement l'ouverture à des horaires tardifs et le dimanche. Alors, moi, j'ai été un peu étonnée quand même par cette question, étant donné qu'en même temps, le fait d'avoir des plages horaires plus larges est aussi un moyen d'ouvrir justement ces bibliothèques et de lutter contre l'illettrisme. Donc ce sera aussi une question probablement à poser à la ministre pour voir effectivement qu'il n'y ait pas des effets négatifs induits par le fait que ces crédits soient liés aux plages d'ouverture. Sur les questions d'Adopi qui ont été vraiment
des questions où on a pu avoir des analyses assez importantes entre Rudy Sall qui déplorait un budget insuffisant et Isabelle Attard qui constatait que le bilan était nul. Donc effectivement, on sent quand même que la question d'Adopi suscite quand même moins de passion. Donc le budget s'élève effectivement pour 2016 à 8,5 millions d'euros. Il faut noter quand même que ce budget a été divisé par 2 entre 2011 et 2014. Et que si en 2012 et 2013, on a souhaité utiliser les réserves budgétaires, il y a eu une évolution donc en 2014 et en 2015 et une évolution significative en 2016 afin donc de répondre aux missions qui ont été définies par la loi. Alors, sur les résultats et l'efficacité d'Adopi, moi, je n'ai pas la même analyse. Si on s'en tient à des chiffres, en 5 ans, il faut rappeler qu'il y a quand même eu 5,4 millions d'emails envoyés et qui ont donné lieu donc, à un premier investissement. 500 000 ont récidivé et donc ont reçu un deuxième mail. 2844, un troisième. Et au final, on a eu 400 dossiers transmis à la justice. Donc, quelque part, ces chiffres étayent l'efficacité de l'Adopi et de la riposte graduée. Il faut aussi souligner qu'en 2013, il y a eu une modification importante puisqu'on a supprimé la possibilité de couper Internet. Donc ça, c'était aussi une évolution assez importante. Donc au regard de ces chiffres, on voit quand même que les missions d'Adopi sont réalisées et qu'elles sont suivies d'effets dissuasifs sur les personnes donc, qui pourraient procéder à du piratage. Sur la question de la chronologie des médias qui a été donc posée par Rudy Sall et aussi Claudine Schmitt, c'est effectivement une question controversée, sachant qu'il y a un délai d'exclusivité de 4 mois. Mais l'exclusivité est quand même une condition du succès en salle. Donc ça, effectivement, nous y sommes attachés. En revanche, il peut peut-être y avoir un abaissement du seuil à 3 mois pour certains films, lorsqu'effectivement, lors des 4 premières semaines, il y a des entrées assez insuffisantes. On nous a évoqué notamment le chiffre de 20 000 entrées. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on rate justement le départ sur ces premières semaines, eh bien, peut-être qu'on pourrait écourter justement cette chronologie des médias et l'assouplir un petit peu. Il a aussi beaucoup été parlé effectivement donc, de l'importance du cinéma d'art et d'essai. Finalement, le danger, ça a été moins la numérisation que l'arrêt d'essai dit porteur. On peut avoir parfois la difficulté avec les multiplexes qui, eux aussi, diffusent des films d'art et essai. Donc, quelque part, concurrence les salles dédiées à cet effet. Pour répondre aussi à Stéphane Travers sur la menace des multiplexes, donc il faut rappeler quand même la loi de 2014 qui soumet donc à accord en CDAC lorsqu'on n'a plus de 8 écrans. Donc ça, c'est un point assez positif, cette régulation qui a été proposée. Et puis, Claudine Schmitt aussi posait la question d'un soutien particulier donc, au cinéma d'art et d'essai. Il faut savoir qu'il y a déjà des aides dites spécifiques prévues par le CNC. Donc ça, on voit que ça marche assez bien, ces aides sélectives. Pour répondre aussi à Gilda Aubert, donc il y avait effectivement... vous avez fait le lien entre les 3 rapports et finalement la mutation liée au numérique qui effectivement appelle à un changement de modèle. Et vous posiez aussi la question du spectacle vivant enfin. Et effectivement, cette question a été intégrée dans le cinéma puisque désormais on diffuse ce qu'on appelle le hors-film, c'est-à-dire des opéras, des concerts. Alors pour autant, les exploitants nous disent qu'effectivement c'est intéressant mais que ça doit quand même rester marginal et que si possible, il faut éviter de le diffuser le week-end, le samedi soir, quand effectivement il y a, quand ça paraît a priori plus porteur pour des films, mais en tout cas il faut effectivement utiliser les salles de cinéma pour diffuser d'autres modes de culture. Hervé Féron donc posait aussi, vous avez aussi rappelé donc les différentes propositions du sénateur Lagauche. Effectivement, ces propositions nous paraissent assez intéressantes, notamment le fait de pouvoir avoir une articulation au niveau régional. Effectivement, on a parfois une différence de vue entre un aménagement qui est purement commercial et un aménagement culturel. Et la difficulté, comme je l'ai rappelé donc, en préambule, c'est que dans les CDAC, on a finalement moins de représentants du monde culturel que des élus. Et parfois, effectivement, on a des divergences en termes d'aménagement.
Hervé Féron aussi avait dit que toutes les salles n'étaient pas forcément équipées, mais enfin, moi, j'ai pas ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'en métropole, 100% du parc est équipé, y compris en zone rurale. Et que nous, ça a été le cas en Haute-Savoie. Parfois, effectivement, on était en bout de chaîne des aides du CNC. Mais pour autant, il peut y avoir des collectivités qui ont aussi fait le nécessaire. Donc, en tout cas, voilà, je tiens à le rassurer, mais 100% du parc est équipé en France. Effectivement, la partie suivante concerne les Outre-mer. Et cette loi donc, de 2010 a été vraiment positive parce qu'elle a permis effectivement de pérenniser nos salles, alors que dans d'autres pays européens, tels que l'Espagne, eh bien, cela a généré la fermeture de 20% des salles. Donc on voit bien que s'il n'y avait pas eu ce soutien, cet accompagnement au niveau national, eh bien, on aurait subi certainement le même sort que l'Espagne. Sophie Dessus, donc vous avez évoqué aussi un certain nombre de questions auxquelles je souscris. Alors le taux de location, il faut savoir qu'il est fixé par le Code du cinéma et négocié de gré à gré entre les distributeurs et les exploitants. Sur la durée de période d'amortissement, effectivement, c'est un vrai souci, mais il faut peut-être s'en remettre au comité de suivi parlementaire de la loi de 2010 dans lesquels siègent nos collègues Michel Herbillon et Marcel Rogemont. Et pour la question de la 5e semaine, c'est effectivement une question qui nous a beaucoup été soulevée, une vraie difficulté. Et c'est souvent un moyen d'éviter de payer la VPF. Donc c'est un moyen effectivement de contournement. Voilà. Il y avait encore la question aussi voilà, de Julie Sommaruga, à la fois donc, sur les actions qui peuvent être menées, comme le Printemps du cinéma, qui sont des actions assez porteuses et qui fonctionnent, et toute la question aussi de la politique tarifaire. Donc, il faut rappeler quand même que le prix moyen d'un billet, c'est 6,38 €. Donc, on reste quand même sur un prix assez accessible. Qu'il y a eu un rôle du tarif pour les jeunes publics, donc 4 € pour les moins de 14 ans. Donc un tarif différencié qui a plutôt fonctionné et qui était, il faut le rappeler, la contrepartie de la diminution de la TVA en 2014 qui est passée à 5,5% contre 10%. Donc là, on voit que ça a fonctionné, ça a augmenté significativement l'accès du jeune public. Et vous avez également rappelé donc, l'importance de l'éducation nationale. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut davantage associer l'éducation nationale et travailler sur l'éducation à l'image, parce qu'effectivement, cela demande aussi des formations. Et donc, dans les cinémas d'art et d'essai, ils nous ont rappelé qu'effectivement, ils étaient toujours disponibles lorsqu'ils recevaient, par exemple, des classes ou des scolaires pour effectuer cette éducation à l'image. Il faut aussi souligner le rôle de l'ADRC qui forme justement les exploitants pour pratiquer des animations vis-à-vis des scolaires. Donc ça, effectivement, il faut continuer à le développer. Et effectivement, ces jeunes publics, eh bien, ce seront aussi les spectateurs de demain. Donc voilà brièvement les questions qui m'ont été soumises, auxquelles j'espère avoir répondu. Merci Virginie Duby-Muller. Merci à vous voilà, d'avoir apporté ce soin particulier, comme Jacques Resta, de se dire pourvu que je n'ai pas oublié une question. Voilà. Je vous rassure. Michel Français, voilà. Merci, Président. Tu auras le mot de la fin. En fait, nous sommes dans une société en crise en ce qui domaine la presse. Et donc, je le dis quand même, parce qu'on parle souvent de la crise, mais là, elle existe dans le domaine de la presse papier. Il s'agit d'une baisse de publicité de l'ordre de 9 à 10%. Il s'agit de la distribution du papier qui baisse de 7 à 8%, mais chez les kiosquiers plutôt 10 ou 12%. Et c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de trouver des solutions d'avenir. C'est plus compliqué quand on est dans une société en crise, dans un domaine qui est en pleine crise, que lorsque tout va bien. Quelle est la question ? Je crois que vous avez tous posé la même. Oui, on est d'accord, il faut accompagner la transition. Oui, on est d'accord, il faut éviter la rupture. Mais est-ce qu'on pourrait aller un peu plus vite ? Et tout le problème, et effectivement, c'est au fur et à mesure qu'on y réfléchit, on se rend compte que c'est pas facile d'aller plus vite. Je reprends 3 exemples, simplement, pour que vous compreniez bien. Quand on dit qu'on veut classifier les différentes formes de presse, c'est pourquoi ? C'est pour dire que, finalement, la presse de
de loisirs, à moins de raisons, même si c'est une presse tout à fait respectable, mais à moins d'être aidée par le citoyen qu'une presse plus citoyenne. Et donc cet argent, on va le mettre ailleurs. Puis quand vous entendez que la Poste vous dit, oui d'ailleurs, s'il n'y a plus d'argent de l'État vers la Poste, les prix doivent augmenter de 70% dans les 7 ou 8 ans, on se rend bien compte aussi, et ils viennent me voir, ils me disent, vous auriez dû y penser plus tôt, parce qu'on n'aurait peut-être pas fait les investissements, etc. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un journal sur 2 qui correspond au loisir risque d'être supprimé. Donc c'est des tas d'emplois, c'est des tas de problèmes qui risquent de se poser. Donc en même temps, on se dit, oui, il faut aller... Parce que si on ne le fait pas, ben, comme on est à peu près à volume constant d'argent dépensé, eh ben, on ne peut pas le remettre ni sur l'innovation, on ne peut pas le remettre ni sur l'IPG. Bon, donc il faut bien voir le rythme dans lequel on peut aller. Donc la vérité, ça serait décevant si on ne faisait pas nos différentes formes de presse et si on ne faisait pas une différence, mais ça serait compliqué aussi de dire qu'il y a une presse qui d'un seul coup ne va plus être aidée, même s'il n'y avait peut-être pas de logique à ce qu'elle le soit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et parce que ça serait beaucoup d'emplois qui, évidemment, seraient supprimés. J'ai essayé de bien dire que oui, j'étais pour les aides conditionnelles. Alors là, c'est le gros débat sur lequel on n'est peut-être pas tous d'accord, c'est concentration, pluralisme. Moi, je pense que les concentrations sont obligatoires dans un domaine tel qu'il est à l'heure actuelle par rapport, sinon c'est les concentrations à l'international et les concentrations d'autres pays européens qui vont l'emporter. Mais par contre, s'il faut que les groupes de presse soient plus puissants, on peut dire, est-ce que vous êtes toujours un groupe de presse et l'aide est conditionnelle si, effectivement, la partie pluraliste. Je veux dire, le pluralisme n'est pas forcément opposé à la concentration. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas besoin de concentration, qu'on soit dans un monde formidable où tout le monde pourrait sortir son journal du jour au lendemain, mais d'autres l'ont dit, on dit oui, après vous allez être acheté. Moi, j'ai eu la chance d'être en 1980 et d'avoir cru aux radios locales. Et bon, et on voit bien que les nostalgies, l'énergie et tout, après 4-5 ans, ont été rachetés. Donc il faut permettre à certains journaux de pouvoir vivre sur des modèles différents et des petits journaux, mais il faut savoir que la concentration est obligatoire. Dernier point, ben oui, c'est vrai que les plus aidés, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Et donc, si on prenait les 3-4 groupes qui existent à l'heure actuelle, et vous voyez ce que ça représente, si on prend le Figaro, qu'on rajoute Le Monde, si on rajoute Libération, si on voit tous ceux qui ont été rachetés par des gros patrons de presse, finalement, c'est peut-être ceux qui pourraient s'en passer, mais on ne va pas dire d'un seul coup, vous n'aurez pas d'aide parce que tout va bien chez vous. Donc, il est évident qu'on perd aussi une partie de cet argent qui ne va pas forcément là où on voudrait souhaiter. Donc, il faut aller vers plus d'innovation. Alors, la dernière question qui m'a été posée, c'est pas la plus simple. Alors, comment on va faire pour différencier la presse de loisirs et la presse du savoir? Eh bien, il faudra d'abord peut-être modifier les commissions paritaires telles qu'elles sont, parce que logiquement, j'attends du gouvernement que la semaine prochaine, ils nous disent voici les décrets d'application d'une presse du savoir et voici les décrets d'application d'une presse, évidemment, de loisirs. Et après, comme on sait tous qu'il y a ces 600, je sais plus, 1200, je sais plus d'un seul coup, 600 journaux qui peuvent se retrouver dans ce style-là, que la moitié vont se retrouver dans la presse de loisirs, la moitié. Et là, il faut effectivement qu'on ne mette pas 3 ans avant que la commission paritaire, selon des critères qui soient précis, puisse décider. Donc je pense que nous allons récupérer un peu d'argent pour l'innovation, je pense que nous allons récupérer un peu d'argent pour l'IPG, je pense que nous allons récupérer un peu d'argent pour des nouveaux journaux papier qui veulent exister et pour le numérique, mais on va récupérer le quart de ce qu'on aurait pu faire si, du jour au lendemain, on avait pu dire tout l'argent qui est donné à la Poste ne sera plus donné au reste. Donc voilà pourquoi c'est pas simple. Et donc je vous remercie les uns et les autres d'avoir loué ma persévérance. Ça change avec mes enfants qui disent que je radote et que je ratiocine. Je leur proposerai dans l'avenir qu'ils parlent comme ça de leur père. Mais je voulais vous dire aussi que si j'avais pas eu la qualité d'une administratrice comme Julie Gubellini, on ne serait peut-être pas arrivé tout à fait au résultat où nous sommes arrivés. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Michel Français. Merci à vous trois. Je pense qu'on a passé 2 heures particulièrement utiles et intenses sur voilà, des sujets qui sont évidemment au cœur de nos travaux au sein de cette commission. Donc je souhaite une bonne soirée que nous passerons, j'espère, tout aussi nombreux dans l'hémicycle, puisque nous avons séance ce soir. Et puis, à nouveau, dans cette salle, demain matin, dès 9h30, l'audition de Delphine Ernotte, présidente directrice générale de France Télévisions, sur son rapport d'orientation et également, je le signale, et par la même occasion, sur l'exécution de son contrat d'objectifs et de moyens pour 2014, qui est avant tout le com de Rémi Filmelin. Voilà, bonne soirée.